Déjà en 2001, Blé Goudé sait qu'il va jouer sa carte politique dans ce pays. Mais ce ne sera certainement pas avec la formation politique de son mentor qui est Laurent Gbagbo, parce qu'il sait qu'il n'a pas sa place dans cette formation politique, qui ne crée pas les conditions pour son insertion. Il crée le COJEP, il en fait une association, un groupe de pression, en espérant pouvoir l'utiliser plutôt dans la carrière politique qui se donne. Beaucoup seront étonnés, beaucoup pensent que le COJEP, né en 2002, après la crise post-électorale, après du moins la crise militaro-politique, non, le COJEP est créé en 2001. Et en 2002, il l'utilisera et puis on connaîtra la suite. Bonsoir à tous et bienvenue dans Portrait qui s'intéresse aujourd'hui à Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé qui est né le 1er janvier 1972 à Niaprayo, le surnom Gbapé. Bonsoir Président. Bonsoir Carlil. C'est bien ça, Gbapé? Oui, Gbapé ou le génie de port, ou voilà. Gbapé, ça veut dire quoi, langue bête? Gbapé? Oui. C'est un nom bêté. Gbapé, c'est la hache. Il a plusieurs noms, il s'appelle Zadi. En fait, Zadi, c'est... Je ne sais pas comment je vais t'expliquer. Quand on s'appelle Zadi chez les BT, il y a des surnoms qui en découlent. Donc, Zadi Gbapé Grégoire, Zadi Gbapé... Grégoire, bon, Grégoire, c'est des surnoms. Français, c'est pas BT, rassurez-moi. Non, parce que les noms BT, très souvent, sont liés au premier homme, je dirais, important du village, au premier prénom important du village, de la personnalité importante du village qui a porté ce prénom. Donc imagine-toi si dans ton village, le premier qui était rentré en contact avec les colons et qui s'appelait par exemple, que les colons baptisaient Grégoire, s'il avait le nom Zadi, moi en me faisant mon fils et que je l'appelle Zadi, naturellement, il porte le nom de celui à qui j'ai pensé en appelant mon fils Zadi. Donc c'est comme ça naissent, voilà, très les bien. surnoms. Et Charles Blé Goudé se fera connaître dans un premier temps dans le milieu syndical et estudiantin. C'est bien ça, dans les années 90, en adhérant à la FESI. Oui, tout à fait. Il y aura un certain Guillaume Soro. Oui, sa rencontre avec Guillaume Soro se fait à l'université. Guillaume Soro est secrétaire général du bureau exécutif national de la FESI, association, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, qui est une association importante des élèves étudiants qui a participé au début des années 90, on pourra dire à l'avènement du multipartisme en Côte d'Ivoire. Donc il se rencontre, Guillaume Soro est secrétaire général de la FESI. Lui, à l'époque, est encore secrétaire à l'organisation de la section de la cité universitaire de Yopougon. Et grâce à la FESI, il deviendrait un fin connaisseur du milieu carcéral. J'ai vu qu'il était emprisonné, désolé de rigoler, mais bon, c'est assez marquant, 8 fois entre 94 et 99. Oui, Charles Blé Goudé et il faudra noter que une bonne partie de ces incarcérations sont faites lorsqu'il n'est que secrétaire à l'organisation de la section de Yopougon. Il n'était même pas à un certain niveau de décision aussi important que le bureau exécutif national. Donc il met très présent, très actif au niveau de la section de Yopougon. Son nom part très vite. Je vais raconter une petite histoire qui a créé une difficulté entre lui et le couple Gbagbo en 1994. Ça devait être en juin ou juillet 1994, où à l'époque, Dieu Eugène, qui est secrétaire général de la FESI, est livré à l'avenir populaire à la cité universitaire de Yopougon. Et Charles Blé Goudé est présenté au couple Gbagbo comme l'instigateur de ce mouvement qui a rendu Eugène Dieu impropre à la vie politique. Parce que dans les ambitions de Laurent Gbagbo, il voulait, après le départ de Dieu Eugène de la tête de la FESI, en faire on pourra dire le président de la section jeune du FPI. Malheureusement, avec cette situation, cet état où Dieu avait été présenté aux jeunes Ivoiriens, aux jeunes étudiants, aux jeunes élèves comme un traître, ça l'avait rendu impropre. Je crois que c'est à partir de ces événements-là que Dieu se retrouvera en France et que le couple Gbagbo ne voulait plus entendre parler ou ne voulait pas entendre parler de Charles Blé Goudé. Certainement qu'on comprendra la suite au moment où il va être secrétaire général de la FESI.
Quelles étaient ses relations avec Guillaume Soro à l'époque, au sein de la FESI? Est-ce qu'ils étaient des rivaux, de vrais amis Non, de vrais amis. Hein. Non, c'était de vrais amis. Non, il n'y a jamais eu de rivalité entre ces deux. C'était de vrais amis. Ils partageaient de vraies convictions. Ils partageaient même un avenir commun. Si aujourd'hui Charles Blé Goudé est devenu secrétaire général de la FESI, d'une certaine manière, c'est grâce à Guillaume Soro. Je vais raconter encore quelque chose. Par rapport à ce qui s'était passé en 1994 à la cité universitaire de Yopougon, comme je l'ai dit, le couple Gbagbo, Laurent Gbagbo ne veut pas entendre parler de Charles Blé Goudé. Et en 1998, tout le monde le sait, la FESI, il fallait être adoubé par Laurent Gbagbo pour pouvoir diriger la FESI. Quand Charles Blé Goudé demande à son ami Guillaume Soro qu'il a des ambitions, parce que Guillaume Soro s'en va, il a des ambitions pour être secrétaire général de la FESI. Guillaume Soro dit, bon écoute, je te reviens, je vais parler au président Laurent Gbagbo et puis je te reviens, histoire de lui faire accepter ta candidature. Laurent Gbagbo marque un refus clair, il ne veut pas entendre parler de Charles Blé Goudé, secrétaire général de la FESI. Quand il vient voir son ami Charles Blé Goudé, il le lui dit clairement, mais Charles Blé Goudé et Guillaume Soro mettent en place une stratégie. Laurent Gbagbo demande à Guillaume Soro de lui trouver quelqu'un d'autre. À cette époque, Guillaume Soro lui présente non, Yayoro. Picasse n'était pas encore dans le dispositif. Yayoro, qui était, parce que nous étions à la période du Front républicain, un rassemblement du Front républicain, une alliance entre le FPI et le RDA. Yayoro qui était le président de la jeunesse du RDA. Donc c'est ainsi que Yayoro est présenté comme par Guillaume Soro comme le candidat de Laurent Gbagbo. Charles Blé Goudé s'est battu, il a fait ce qu'il avait à faire et à la suite de l'élection, il a été élu secrétaire général de la FESI. C'est intéressant ce que vous dites, on verra par la suite. Dans quel contexte il va créer le COJEP, son parti? Le COJEP naît à partir quand il quitte la FESI en 2000. Le COJEP naît en 2001. En fait, c'est en ça qu'il faut comprendre la capacité d'anticipation de ce jeune homme. Déjà en 2001, Blé Goudé sait qu'il va jouer sa carte politique dans ce pays. Mais ce ne sera certainement pas avec la formation politique de son mentor qui est Laurent Gbagbo, parce qu'il sait qu'il n'a pas sa place dans cette formation politique, qui ne crée pas les conditions pour son insertion. Il crée le COJEP, il en fait une association, un groupe de pression, en espérant pouvoir l'utiliser plutôt dans la carrière politique qui se donne. Beaucoup seront étonnés, beaucoup pensent que le COJEP né en 2002, après la crise post-électorale, après du moins la crise militaro-politique. Non, le COJEP est créé en 2001. Et en 2002, il l'utilisera et puis on connaîtra la suite. Justement, en 2002, lorsque la guerre éclate, il suspend ses études à Manchester. Il rentre à Abidjan. Quel est le rôle de Charles Blé Goudé aux côtés de Laurent Gbagbo durant ce moment-là? Justement, comme je le disais tantôt, en 1998, Laurent Gbagbo ne veut pas entendre parler de Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé réussit par la force de ses bras à devenir secrétaire général de la FESI et il s'accointe en 1999 avec le général Guéhi. Parce qu'il a des situations de crise, de contestation de son pouvoir au sein de sa formation politique. Il y a des batailles rangées, tout ça. Au sein de la FESI. Ah, d'accord. En 1998, il y a des batailles. Il n'a pas le soutien. Entre-temps, chaque leader, je dirais politique, le PDCI veut avoir la main dedans, le RDA veut avoir la main dans la FESI. Et entre-temps, le FPI a lâché la FESI. Blé Goudé, d'une certaine manière, se retrouve à s'accointer avec le général Guéhi pour espérer avoir la paix au sein de cette organisation estudiantine. Il arrive à avoir la paix, mais parce qu'il y a beaucoup de critiques qui lui sont faites, mais de façon fausse. Blé Goudé, je me souviens encore de cette rencontre où il était dans un polo jaune à Yopougon, où Blé Goudé appelle à voter
lui en tant que syndicaliste, lui en tant que civil, il ne peut pas appeler à voter un militaire. C'est comme ça qu'il appelle à voter le président Laurent Gbagbo. Alors, je me souviens encore, après cet appel de l'accolade dans le président Laurent Gbagbo et lui. Mais, à cette époque, ils ne sont pas encore les meilleurs amis du monde. L'amitié commence, comme tu l'as évoqué, lorsque Charles Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire et on assiste à cette mobilisation monstre. Justement, le 6 novembre 2004, l'appel du 6 novembre, c'est ce qui est marqué quand tu vas sur Wikipédia. Ça fait référence à l'appel du 10 juin, permettez-moi une exagération. Un Charles Blé Goudé, un Charles de Gaulle, il a eu son appel aussi le 6 novembre. Lorsqu'il déclare à la première, la télévision ivoirienne, à TV2, si vous êtes en train de manger, arrêtez-vous, si vous dormez, réveillez-vous, tous à l'aéroport, au 43e BIMA, l'heure est venue de choisir entre mourir dans la honte ou dans la dignité. Quel souvenir gardez-vous de ce moment? Et surtout, qu'est-ce que cela marquera dans sa métamorphose, dans sa transformation politique? D'abord, j'aimerais revenir sur octobre 2002, où il mobilise près d'1 million de jeunes Ivoiriens sur la place de la République à Abidjan. À partir de ce moment, Laurent Gbagbo revoit, je dirais, son logiciel sur Charles Blé Goudé. Je pense qu'à partir de ce moment, leur amitié commence. Mais ce qui se passe en novembre 2004, où il y a quasiment une tentative de coup d'État, aujourd'hui, tout le monde le sait, le général Doué était dans l'un des chars, il s'apprêtait à prendre le pouvoir. Quand Blé Goudé arrive, il quitte San Pedro, il était à San Pedro, il quitte San Pedro en hélicoptère, il arrive à Abidjan. Il rentre à la résidence du président Laurent Gbagbo, les bagailles sont faits. Les gens s'apprêtent à partir. Les collaborateurs, la famille, tout, les bagailles sont faits, les valises sont là. Laurent Gbagbo parle au président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé parle au président Laurent Gbagbo, il lui dit non, tu vas finir ton mandat. Il avait déjà lancé les différents appels à la télé, à la radio, mais sa conscience politique est née depuis longtemps. Hein. Vous regardez la tenue dans laquelle il est vêtu, il est habillé avec des galons en fleurs, tout ça. Tout simplement, ça a été décrypté à la CPI pour montrer qu'au-delà de cet appel qu'il lance, il vient avec la fleur au bout du fusil. Il ne vient pas pour faire la guerre. Mais malheureusement, cette situation tragique restera encore gravée dans la mémoire des Ivoiriens comme un moment douloureux que la France a fait subir à la Côte d'Ivoire, et j'espère qu'un jour l'histoire de la France reconnaîtra ça et présentera ses excuses et indemnisera les victimes. Vous qui le connaissez personnellement, est-ce qu'il regrette aujourd'hui cet appel? Le regretter, c'est difficile. Non, je ne pense pas qu'il le regrette. Au moment où il le fait, il en a la conscience positive. Mais il est sûr qu'il aurait pu, les choses auraient pu se passer autrement. Mais il a mal du fait que c'est suite à son appel que des jeunes se sont retrouvés dans les rues devant l'hôtel Ivoire et que au moins une soixantaine ou une centaine de ces personnes-là sont mortes et une centaine en est sortie blessée, d'autres marquées psychologiquement à vie. Parce que ça, c'est une notion qu'on oublie chez nous en Afrique. Quand on vit ce type de tragédie, on ne prend même pas le soin d'un accompagnement psychologique. Moi, j'ai pu rencontrer des jeunes issus de ces événements-là aujourd'hui qui dépriment depuis des dizaines d'années, mais bon, on ne prend pas en charge ou en compte l'aspect psychologique de ces drames qui se déroulent. Mais aujourd'hui, Blé Goudé, c'est au nom de tous ces événements-là qui, je pense qu'il a décidé... C'est un peu apaisé. Je ne dirais pas apaisé, mais qu'il a décidé d'approcher. C'est un homme qui est profondément apaisé. Mais la situation dans laquelle la Côte d'Ivoire se trouvait, à un moment, il fallait qu'il bande les muscles. Mais en réalité, il n'a jamais usé d'armes ou de... Voilà. On a reproché à Charles Blé Goudé de développer un sentiment anti-français en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous partagez cette analyse? Personnellement, ça fait partie des storytelling que les adversaires de Laurent Gbagbo ont voulu écrire pour les vendre aux médias occidentaux. Et voilà, sinon, moi je me rappelle ce que Blé Goudé disait, il dit quand en Corse, des Corses plastifient des administrations publiques, on parle de nationalistes,
Mais quand un jeune Ivoirien se bat pour défendre les institutions de son pays, on le traite de bandit, voilà, c'est un peu cela. Non, Blé Goudé n'a jamais été, non, c'est pas lui. C'est quelqu'un que j'ai le privilège de connaître personnellement, qui m'accorde son amitié et son affection. Non, Blé Goudé n'est pas pour la violence. J'ai une surprise pour vous. Regardez cette image-là. Moustapha va nous la mettre à l'antenne. Est-ce qu'on peut l'avoir aussi à l'antenne pour les téléspectateurs? Là, vous l'avez sur nos écrans ici. Bon, voilà. Elle vous rappelle quoi? Là, je crois qu'on doit être le 27 mars. Revenez sur le 27 mars devant la présidence. Je peux revenir, Moustapha, merci. Ouais. Place de la République. En ce moment-là, je me rends compte de la capacité d'anticipation des événements de ce monsieur. Il aurait pu... Il y avait beaucoup de propositions. Il y avait des vendeurs d'armes qui tournaient autour de Laurent Gbagbo, qui tournaient autour, tout ça, financer, donner des armes. Il a dit non. Il a dit non. Je me souviens à cette période, le temps que nous parlions un peu, le temps qu'on avait l'occasion de parler, il parlait toujours de paix. Et je me souviens de cette phrase immense. Il dit, ces deux hommes-là doivent se parler. Quand il parle de ces deux hommes, il parlait d'Alassane Ouattara et de Laurent Gbagbo. Il faut que ces deux hommes se parlent. S'ils se parlent, on sort de cette situation. Et c'est ce qu'il a fait. Et je rappelle que cette image est l'une des dernières images qu'on aura de Blé Goudé avant qu'il ne quitte la Côte d'Ivoire et qu'on le revoie après. Dans sa période de clandestinité au Ghana. Il est nommé ministre de la Jeunesse dans le gouvernement à Kenbo. Quel aurait été de son passage à sa tête de ce ministère? En fait, je comprends pourquoi tu m'as envoyé sur ce plateau. Non, c'était une période, je dirais, Blé Goudé, on pense que c'est dans les périodes de braise qu'il a vécu, mais cette période d'accalmie, un temps soit peu, a été une période un peu difficile pour lui, parce qu'on le nomme ministre. Ouais. Quand on te nomme ministre chez nous, ta famille fête, tes parents ont tué bœuf, ont tué mouton, puis on mange, on fait la fête. Mais c'était une période difficile, parce que lui, nommé ministre, mais à peine, il me demande s'il s'est assis un seul jour dans son bureau. Moi, je me souviens d'une mission qu'on a organisée à l'époque à l'INJS. C'est tout. C'est une mission de ministre. Mais après ça, on se retrouvait. Il était sur le terrain en train de mobiliser les jeunes, en train de calmer certains, en train de parler aux autres. Je me souviens encore de cette fameuse phrase, de cette petite séquence. Je rends une visite à la CPI et puis je lui demande, mais frère, quant au gouvernement, là, au ministère, là, le document de nomination, là, c'est où? Il me répond, il dit, mais toi-même au ministère, là, on s'est assis combien de fois là-bas, il y a signé combien de documents pour que tu viennes me réclamer ton document de nomination. En fait, c'était pour dire que... C'est un homme de terrain. Au-delà d'un homme de terrain, c'est un homme qui a une forte pensée pour la Côte d'Ivoire. Pour lui, un poste ministériel, c'est quoi devant ce que la Côte d'Ivoire vit. Et c'est dans cette logique aujourd'hui, quand le gouvernement de Ouattara ne reconnaît pas son statut d'ancien ministre, il dit, mais c'est pas un problème, j'en ai rien à faire. Ce qui compte pour moi, c'est la Côte d'Ivoire. Il y a un journal ivoirien, Le Jour, très proche de l'actuelle majorité présidentielle, qui disait que pendant la crise, il a tenté de rejoindre le Ghana. Avant qu'on ait cette image-là, il a tenté de rejoindre le Ghana. Il s'est fait intercepter par des gendarmes à la frontière. À Daboasso, est-ce que c'est vrai ou c'est oh, c'est n'importe quoi, c'est du pipeau. Quelquefois, des journaux ont écrit n'importe quoi. Blé Goudé, lui-même, il a écrit dans son livre de l'enfer, je reviendrai. Il a donné une date, il dit qu'il a quitté la Côte d'Ivoire le 28 mars 2011. C'est clair, et après ça, on saura. Parce qu'il avait ceux qui l'ont aidé, qui étaient encore dans les mains on pourra dire dans les mains du pouvoir d'Abidjan. Donc il ne pouvait pas donner les noms. Et depuis qu'ils sont sortis de prison, le général de Boublé, il a dit aujourd'hui, c'est le général de Boublé qui a donné ordre à un de ses éléments, je crois, le colonel Vagba, ou quelque chose, je ne me souviens plus très bien. C'est lui qui l'a conduit jusqu'à la frontière. Donc tout le reste, c'est de la légende.
Et lorsque le régime du président Gbagbo tombe, il est en exil, hein, comme vous l'avez évoqué. Il est arrêté le 13 janvier 2013 à Accra, détenu par la police ghanéenne, envoyé en Côte d'Ivoire où il sera détenu à la DST. Et là, les images sont terrifiantes. Ça, c'est une période difficile de Charles Blé Goudé. Une vraie période difficile parce qu'il n'espérait même pas à cette période-là sortir vivant de quoi que ce soit. J'aimerais rectifier quelque chose. En réalité, en 2011, quand il sort de la Côte d'Ivoire, Blé Goudé n'est pas en exil. Hein. Blé Goudé est dans la clandestinité. Ceux qui sont en exil, ils ont un statut de réfugié donné par le Haut Commissariat aux réfugiés au Ghana. Blé Goudé n'a pas droit à ça parce que lui-même, il est poursuivi. Mandat d'arrêt international. Voilà, il y a un mandat d'arrêt. Depuis 2004, il y a l'ONU qui ne veut pas le voir hors de Côte d'Ivoire. Donc, Blé Goudé est dans la clandestinité. Il tourne entre le Ghana, le Bénin, le Togo. Voilà. Et puis, c'est comme ça, malheureusement, dans une de ses résidences à Accra, il se fait arrêter. Il est transféré le 22 mars 2014 à la CPI. Comme le président Gbagbo, il sera acquitté le 26 novembre 2022. Depuis son retour, il n'a pas rencontré son mentor. Quelles sont les raisons? Ça, c'est une séquence difficile pour lui. Et quelquefois, je partage cette difficulté-là avec lui au point de vue émotionnel et affectif. Je dis, j'ai été pendant près de 6 ans un des visiteurs assidus et privilégiés de ces... Bon, je rendais visite le plus souvent à Charles Blé Goudé, mais il m'arrivait que le président Laurent Gbagbo me fasse l'honneur de me serrer la main quand je partais voir Blé Goudé. Et Blé Goudé insistait sur ce fait-là. Ah, allons, tu vas saluer le président. Et je salue le président, on échangeait pendant 1 ou 2 minutes, ça va, la famille, tout le monde va bien. Mais vu les conditions dans lesquelles ils étaient, la précaution que Charles Blé Goudé prenait pour s'occuper de son mentor, et à leur sortie de ce temps de détention, aujourd'hui, ils n'arrivent plus à se parler. Ça fait mal. Mais c'est lié à un choix. Qui ne vient pas de Charles Blé Goudé? Si. Ah oui? Non, dans cette affaire, Charles Blé Goudé n'est pas, je ne pourrais pas dire, une victime innocente. Il a fait le choix de prendre Simone Olivier Gbagbo comme sa marraine. Il a fait le choix de l'aimer au sens politique du terme. Il a fait le choix d'en faire sa maman. Ah, tu fais le choix de faire d'une femme que quelqu'un dit qu'il ne veut pas voir. Bon, s'il ne veut pas voir la femme là, et puis toi tu parles à elle, toi tu causes à elle, tu fais politique à elle, mais il ne va pas te voir. Pendant le temps que l'autre femme qui est à côté, tu ne veux pas parler avec elle, tu ne veux pas faire les choses avec elle. Mais voilà, donc d'une certaine façon, c'est vrai que c'est difficile pour Charles Blé Goudé, mais je dis, cette situation, Blé Goudé n'est pas une victime innocente. Certes, il est une victime, mais pas innocente. Parce que, certainement, Laurent Gbagbo lui reproche le fait d'avoir fait le choix de Simone Gbagbo. Rejoindre peut-être le PPACI. Oh non, quand Charles Blé Goudé crée le COGEP, il transforme le COGEP en parti politique, il est en prison avec Laurent Gbagbo. Donc Laurent Gbagbo sait qu'il va créer un parti politique. Laurent Gbagbo sait qu'il ne va pas rentrer au FPI ou quoi que ce soit. Donc je ne pense pas que ce soit la raison. Et Laurent Gbagbo, à son retour de la CPI de Bruxelles, quand il fait sa première déclaration publique chez lui à Mama, il dit « Mon compagnonnage avec Blé Goudé s'est arrêté, je crois, le 31 janvier ». Oui, mais ce n'est pas une expression méprisante, c'est une expression pour dire le temps de ma formation. Le compagnonnage, c'est ça. Hein? Le compagnonnage, il ne faudrait pas que les gens le lisent comme une histoire de... Non, le compagnonnage, il faudrait qu'on le lise au sens, je dirais, au sens scolaire. Lui et moi, la formation que je devais lui donner, le temps de l'apprentissage, là, ça s'est arrêté, c'est fini. Je lui ai accordé, je lui ai donné la formation qu'il faut, je lui ai donné, les différentes méthodes, les différents outils. Maintenant, il peut se débrouiller tout seul. Moi, je pense que quand Laurent Gbagbo le dit, il le dit de façon, je dirais, politique. C'est un message politique qu'il lance à son frère Blé Goudé. Mais les Ivoiriens auraient aimé que les deux se rencontrent. Et moi,
Et Charles Blé Goudé lui-même n'a pas encore désespéré de rencontrer son père, Laurent Gbagbo. Je crois qu'il y a certains qui ont pris sa place aux côtés de son papa aujourd'hui, hein, en termes de capacité de mobilisation, ou je me trompe un peu. Un jour, je lisais un livre et il y a une petite fille qui demande à son père, mais papa, pourquoi tu dis, quand moi tu me parles, tu me dis mon cœur. Quand tu parles à sa grande sœur, Elias, tu dis mon cœur. Quand tu parles à Marielle, tu dis mon cœur. Tu as combien de cœurs? Et le père répond cette phrase fabuleuse que j'ai en tête, il dit non. À chaque fois qu'une de mes filles est née, un nouveau cœur pousse. Donc parce que vous êtes 3, j'ai 3 cœurs et le 4e c'est celui de ma maman. Donc je pense que Laurent Gbagbo a plusieurs cœurs pour aimer autant que sont tous ses enfants. En tout cas, je le souhaite. Une dernière question. Quel Blé Goudé est aujourd'hui de retour dans l'arène politique ivoirienne? Un Blé Goudé qui est en train de construire son monde. Il est en train de construire son monde. Et en construisant son monde, il veut que la Côte d'Ivoire se construise d'une autre façon. Que le tissu social ou le tissu social se recouvre, que la Côte d'Ivoire retrouve sa cohésion. En fait, c'est cela. C'est un Blé Goudé qui est venu, qui n'est pas le Blé Goudé d'un clan, qui n'est pas le Blé Goudé des jeunes patriotes. Ce n'est pas celui-là. C'est un Blé Goudé qui est venu, qui veut construire son monde, qui veut construire une Côte d'Ivoire où tous les Ivoiriens se parlent, parce qu'il est convaincu que c'est parce qu'on a arrêté de se parler dans ce pays-là que nous nous sommes mis à nous entretuer. Jean-Paul, merci beaucoup. Merci d'avoir participé à ces 4 portraits.